Et j'accueille donc maintenant Elikia Kando, qui est donc conservatrice du patrimoine et directrice du musée de Boulogne-sur-Mer. C'est pas vraiment une volonté, à vrai dire, affichée d'avoir autant de confrères des Hauts-de-France dans cette journée d'études, mais bon, en tout cas, c'est quelque chose d'appréciable. Elikia va parler des collections venues d'Alaska, qui sont conservées au musée de Boulogne-sur-Mer, donc quelque chose de particulièrement unique en fait en France. Elle va nous expliquer un petit peu quelle est l'histoire de la constitution de ces collections et qui rendent donc le musée de Boulogne-sur-Mer très singulier. Là, une conservatrice des Hauts-de-France qui va nous parler d'une collection du très très Grand Nord en l'occurrence. C'est une affiche très très nordiste en l'occurrence. Merci Elikia d'être ici et de la même manière qu'avec le musée de Picardie, nous espérons avec le département d'histoire de l'art nouer prochainement des partenariats avec le musée de Boulogne-sur-Mer et gageons que votre participation à cette journée d'études soit un premier pas. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être ici et nous écoutons avec beaucoup d'intérêt. Écoutez, merci pour cette invitation. Pardon pour la voix un peu éraillée, le mois de novembre. C'est là. Donc, on est dans un tout autre contexte que le contexte d'Amiens. Pardon, je fais des bêtises. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je suis désolée. Alors là, j'ai fait une bêtise énorme. Ça a sauté. Bref. Donc je voulais vous parler des collections d'une collection particulière du musée de Boulogne-sur-Mer. Rapide introduction, le musée de Boulogne-sur-Mer. Donc la ville de Boulogne-sur-Mer se situe dans le Pas-de-Calais. Elle est à environ une trentaine de kilomètres au sud de Calais. Elle a un musée qui est fondé en 1825 dans un contexte tout autre que celui du musée d'Amiens, puisque là c'est une volonté locale, c'est une volonté de la ville de Boulogne de se doter de cette institution muséale en 1825 dans un contexte qui est un contexte d'essor pour cette ville qui est en plein essor balnéaire avec les liaisons ferroviaires qui la relient à Paris. Attendez, j'espère juste... Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. Ça ne va pas durer, c'est juste la première page, je suis navrée. Donc, le musée de Boulogne-sur-Mer, en 1825, achète une première collection importante, une collection d'un peintre naturaliste, Isidore Leroy de Barde, qui, dès le départ, lui donne un caractère encyclopédique assez éclectique, puisqu'on y trouve à la fois des naturalia, des collections d'antiques et des collections du Pacifique. Donc, il y a, dès le départ, cette ouverture assez large, et par la suite, le musée s'enrichira à travers des achats importants, comme l'achat de la collection Pankow, qui est une collection de vases grecs, un ensemble de plus de 450 pièces, dont des pièces majeures du peintre de Berlin ou autres, des achats... mais également des dons, et des dons majeurs de plusieurs personnalités qui sont originaires de Boulogne-sur-Mer ou des alentours, comme Camille Anlard, par exemple, qui fait don de sa collection d'art médiéval, mais également, et là c'est un autre personnage qu'on va évoquer aujourd'hui, Alphonse Pinard, qui est un explorateur, chercheur de la deuxième moitié du XIXe siècle. Et par ailleurs, un proche d'ErnestAmy, qui est également boulonnais d'origine, ErnestAmy, qui lui est une figure reliée, qui en 1878 intègre le musée d'ethnographie du Trocadéro et qui va être un grand influenceur pour la constitution des collections de Boulogne. Bref. Donc aujourd'hui, on se concentrera sur la collection d'Alaska, qui est une collection qui est particulièrement d'actualité pour plusieurs raisons, parce qu'il s'agit d'un patrimoine particulier. C'est un patrimoine qui est un patrimoine
autochtones, et on connaît toutes les problématiques sensibles liées à ce type de patrimoine aujourd'hui. C'est une collection qui a été mise en lumière tout particulièrement depuis 20 ans à Boulogne-sur-Mer, qui a ressurgi pour les raisons que je vais vous présenter. Et c'est dans l'histoire des dons qui ont été faits au musée, notamment un des derniers dons en date est un don d'une collection d'Alaska, don d'une collection d'art contemporain d'Alaska. Voilà, donc là, j'essaierai de faire le lien dans cette présentation entre deux dons. Le don de 1875 d'Alphonse Pinard, don d'une collection ethnographique, avec ce don de 2016, qui est le don d'une collection d'art contemporain autochtone de la même région. Donc voilà, d'où de l'ethnographie à l'art contemporain autochtone, naissance et développement d'une muséologie coopérative. Pour revenir à la genèse de l'Alaska à Boulogne, tout se construit autour d'une figure, Alphonse Pinard, qui est un chercheur, un explorateur originaire de Marquise, dans le Pas-de-Calais, donc à proximité de Boulogne. Il fait des études de linguistique et il s'intéresse très jeune aux origines des langues d'Amérique du Nord, en essayant de prouver, avec un de ses objectifs qui sera de prouver les origines asiatiques de ces langues. Donc il effectue plusieurs voyages aux États-Unis et en 1871, à l'âge de 19 ans, il part sur sa fortune personnelle, la fortune familiale. Il part en Alaska pour mener une enquête en linguistique et un programme de collecte. C'est un voyage qui est assez périlleux et assez singulier. Enfin, c'est une figure qui est vraiment très particulière. Il mène la plupart de son voyage dans cette région en kayak, dans une période, en pleine période hivernale. Donc c'est vraiment une figure assez singulière. Il séjourne donc pendant 1 an dans cette région. Il sillonne essentiellement le sud de la région. Il va tout particulièrement voyager dans les îles aléoutiennes, puis séjourner plus particulièrement dans l'archipel de Kodiak. Donc on est sur les territoires sud, vraiment de l'Alaska. Il va ramener de ce voyage un ensemble assez conséquent. Donc c'est une collecte ethnographique assez caractéristique, assez classique, avec des témoignages matériels, mais aussi une collecte de récits, une collecte de chants, de danses qu'il va noter, qu'il ramène dans un carnet de notes et dont il ne tirera aucune publication, à vrai dire, par la suite. Les 240 objets qu'il ramène sont, par l'entremise notamment d'Ernest Ami, dont je vous parlais tout à l'heure, sont donnés au musée de sa région, le musée de Boulogne-sur-Mer, et la collecte consignée dans ces carnets de notes, quant à elle, cette partie-là reste aux États-Unis et est donnée à la Bancroft Library, à l'université de Berkeley, en Californie. Donc on a finalement ici, en 1875, une acquisition, un don qui est fait à la ville de Boulogne, mais qui reste un don finalement partiel, puisque nous avons la moitié de la collecte. Pour autant, cet ensemble reste important, il est connu à Boulogne-sur-Mer, les collections sont présentées dans différents parcours muséographiques, mais je ne rentrerai pas dans ces détails-là aujourd'hui. Ce
qui est assez intéressant de noter dans cette collecte, c'est qu'elle s'effectue, c'est une collecte qui est assez homogène, qui l'effectue sur un territoire assez délimité, et c'est une collecte qui s'effectue dans un contexte de transition un peu particulier, dans un contexte de transition en Alaska, puisque le territoire de l'Alaska est colonisé par les Russes depuis la fin du XVIIIe siècle, et qu'en 1867, les États-Unis rachètent ce territoire. La colonisation russe, puis l'arrivée des États-Unis font que les populations autochtones sont dans une dynamique d'acculturation, avec une disparition progressive de leurs différentes pratiques culturelles, des cérémonies, une perte progressive de leur langue. Donc c'est dans ce contexte-là de transition où les États-Unis s'installent peu à peu qu'intervient Alphonse Pinard. C'est ce que je vous évoquais, donc cette donation est une donation qui se répartit finalement en 2 pôles, les carnets de notes aux États-Unis et les objets à Boulogne. Je ne vous la présenterai pas de manière exhaustive, mais il y a donc parmi ces 240 objets des témoignages, des objets ethnographiques, tels que des objets liés à la pêche à la baleine, mais surtout un ensemble de masques importants. Ici, on a 2 masques qui viennent d'une grotte. Là, ces objets proviennent des îles Aléoutiennes. Ce sont des masques qui viennent de la grotte d'Unga, dont on connaît mal finalement l'usage, les autochtones non plus aujourd'hui, et qui sont des témoignages, alors aujourd'hui datés à peu près du XVIIIe siècle, mais dont on sait finalement assez peu de choses, si ce n'est qu'ils auraient été utilisés en contexte rituel. Pour le reste, les objets venant de Kodiak, il y a plusieurs masques de différentes importances, des grands masques qui font partie, qui sont des grands masques sacrés, qui interviennent dans le cadre de différentes cérémonies, notamment les festivals d'hiver. Je vous signale simplement les noms qui sont indiqués ici. J'en reparlerai ultérieurement. Car ils ont été donnés dans le contexte du partenariat. Ce sont des noms qui ont été donnés assez récemment à ces œuvres. Donc voilà, des masques de cérémonie dont des typologies assez variées, et d'autres masques beaucoup plus petits et qui ont la singularité, comme les deux qui sont présentés ici, d'être des masques donc de dimension réduite, mais également des masques pleins, non creusés à l'arrière. Donc voilà. Dans les années 90, 2000, on ne savait pas exactement dire en fait, à quoi il correspondait exactement. Certains, Alphonse Pinard n'a pas documenté l'ensemble de ces masques. Il a collecté des légendes rattachées à plusieurs d'entre eux, mais pas de manière exhaustive. Voilà, donc il subsiste encore aujourd'hui plusieurs points d'interrogation par rapport aux symboles, par rapport aux récits auxquels ces œuvres se rattachent. Ces collections, je vous disais, sont réapparues, ont vraiment été remises sur le devant de la scène à Boulogne-sur-Mer depuis une vingtaine d'années, et ce pour des raisons qui sont liées à justement au patrimoine autochtone et à la reconnaissance du patrimoine autochtone, qui est un mouvement beaucoup plus large, bien entendu, que Boulogne-sur-Mer, avec un activisme panindien qui, aux États-Unis, émerge, vraiment se développe dans les années 70-80, avec des revendications qui sont portées par notamment des artistes, pas exclusivement, avec des demandes comme pouvoir accéder aux espaces d'exposition, pouvoir avoir une reconnaissance dans les musées d'art, notamment. Donc les représentants des communautés sources vont vraiment être des acteurs pleins de ce changement et vont, par leurs revendications, bouleverser le milieu muséal dans ses pratiques et dans ses méthodologies de travail.
Ce cadre de travail est bouleversé dans plusieurs régions du monde, enfin voilà, sans rentrer encore une fois dans les détails, mais en Australie, Nouvelle-Zélande, avec les populations aborigènes, de nouvelles collaborations sont menées avec les populations sources, aux États-Unis, au Canada, avec plusieurs enjeux, représenter l'histoire, la culture, de concert avec les institutions culturelles, faire valoir les savoirs autochtones également. Plusieurs réflexions sont menées et plusieurs éléments vont poser des cadres, notamment dans le contexte nord-américain. Au Canada, par exemple, un des exemples, c'est le rapport de l'Association des musées canadiens mené de concert avec l'Assemblée des Premières Nations, avec un rapport nommé « Tourner la page, forger de nouveaux partenariats entre les musées et les Premières Nations », qui établit des domaines principaux à privilégier pour le développement des partenariats entre institutions et populations autochtones, liées à l'interprétation des cultures autochtones, liées aux questions d'accès aux collections et également au rapatriement des objets culturels et des restes humains. Dans le contexte des États-Unis, dans les mêmes années, est institué le cadre juridique NAGPRA, Native American Grave Protection and Repatriation Act, qui est donc qui fixe le cadre juridique qui va statuer sur le rapatriement des restes humains, des objets sacrés et du patrimoine culturel. Aux États-Unis, ce cadre-là engage tous les musées qui font l'objet de subventions fédérales à s'engager dans des programmes d'inventaire, à dresser les inventaires complets des collections autochtones qu'ils conservent et à consulter les tribus dans chacune des actions de conservation et de valorisation qu'ils mènent. Pour leur part, les populations, les communautés autochtones qui revendiquent un patrimoine doivent, quant à elles, fournir également la documentation adéquate pour pouvoir appuyer évidemment leurs requêtes. Dans le contexte européen, qui est tout autre, est lié à des cadres juridiques différents, plusieurs actions vont être menées. Au début des années 2000, c'est un plein contexte vous connaissez le contexte de questionnement qui ont été ceux des musées d'ethnographie, avec la question du passage d'une muséographie coloniale à une muséographie plus coopérative, ou en tout cas en dialogue avec les cultures sources. Et donc, dans le contexte européen, la question de l'accès à ces collections va également être une question très prégnante, avec donc de nouvelles méthodes à construire, à imaginer, pour pouvoir collaborer avec ces populations autochtones. Parmi les exemples européens, il y en a plusieurs, ce n'est qu'un extrait, mais à Berlin, par exemple, le Museum für Völkerkunde, mon accent allemand, pardon, est déplorable, mais a pu inviter des groupes d'aînés, par exemple, pour étudier sa collection Yupik. À Oxford, les équipes du musée ont pu mener des collaborations avec des chercheurs autochtones, inviter des artistes de la nation Haïda, en réalisant notamment les invités pour réaliser des copies d'objets conservés dans leur collection qu'ils ont pu par la suite ramener sur leur terre. À Leiden, par exemple, eh bien, dans la muséographie, ont pu être pris en compte les avis des cultures autochtones par rapport à la présentation d'objets sensibles, certains étant retirés des présentations muséographiques. Et la question épineuse de la restitution, bien entendu, a fait l'objet, a été sur le devant de la scène, et certains exemples de restitution ont pu avoir lieu à Stockholm en 2006, avec un mât des Kulturalisla en 2018, tout récemment, avec des objets funéraires qui ont été restitués par le musée d'ethnographie de Berlin. Donc c'est dans ce contexte-là que Boulogne-sur-Mer va se retrouver complètement propulsé dans les années 2000, avec plusieurs recherches, en fait. Disons que jusque dans les années 90, les populations des communautés
autochtones de Kodiak ne connaissaient pas l'existence de la collection d'Alphonse Pinard à Boulogne-sur-Mer. Ce sont plusieurs travaux de recherche et notamment une thèse qui ont donné connaissance aux populations de Kodiak, de l'existence de la collection Pinard. Et dès lors, les demandes de rencontres se sont manifestées. Disons que le véritable point de départ de l'histoire entre Boulogne-sur-Mer et Kodiak, ou plutôt de ce qui est devenu un partenariat, est la date de 2002, avec l'exposition de préfiguration du Quai Branly, qui s'est tenue donc au Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie, situé à la Porte Dorée, qui est une exposition qui s'appelait Alaska, les masques de la collection Pinard, puisque dans les entrefaits, ce que je n'ai pas signalé, c'est qu'une partie de la collection Pinard, une quinzaine de masques, a été transférée au Musée du Quai Branly. On n'a plus qu'aujourd'hui 226 au lieu de 240. Enfin, voilà. 2002, cette exposition a lieu donc à Paris, et parmi les organisateurs de l'exposition, des personnes issues de la communauté Soukpiak de Kodiak sont présentes et vont profiter du voyage à Paris pour aussi rencontrer les membres ou plutôt la direction du musée de Boulogne. C'est en 2006 que les liens s'intensifient avec l'accueil d'une première délégation de 10 artistes à Boulogne-sur-Mer, 10 artistes de l'archipel de Kodiak et des officiels également, qui viennent pendant 3 jours pour étudier les collections et rencontrer les institutions et les élus. Donc en 2006, cette rencontre s'avère décisive. Le musée de Boulogne-sur-Mer va vraiment ouvrir très largement ses portes. Jusqu'alors, il y avait un accès qui était limité aux strictes collections temporaires et aux collections qui étaient présentées. Là, le musée va libérer intégralement des salles de son parcours permanent pour pouvoir déployer l'ensemble de la collection et la présenter aux communautés. Donc là, c'est ce que vous voyez, des tables étaient installées. Enfin, ça a vraiment été le grand déménagement. Pour Boulogne comme pour Kodiak, ce mouvement a été assez décisif. C'était un moment qui était également très chargé émotionnellement. C'était un moment où les artistes ont pu avoir accès pour la première fois aux œuvres en 3 dimensions, puisque jusqu'alors ils ne s'étaient contentés, depuis la publication, en tout cas depuis les premiers contacts qui avaient été noués et puis quelques photos qui avaient été prises, ils ne les connaissaient qu'en 2 dimensions. Donc là, ils les étudiaient pour la première fois avec les revers et toutes les marques, les traces d'usage qui pouvaient avoir lieu. Ça a été un moment qui a donc marqué aussi la volonté de pouvoir prolonger ces échanges et de pouvoir développer une collaboration réelle. C'est à ce moment qu'est décidé de mettre en œuvre une exposition temporaire qui se tiendrait à la fois à Boulogne-sur-Mer, mais également à Kodiak, avec donc un voyage des œuvres pour la première fois depuis leur arrivée au XIXe siècle. En 2009 se tient une exposition qui s'appelle Rinacook. Donc voilà, Rinacook Like a Face, qui va permettre de faire voyager un ensemble, un corpus assez conséquent à Kodiak, pour cette exposition. Le musée de Boulogne la présentera par la suite. À l'occasion de cette exposition,
Plusieurs recherches préalables ont pu être menées, notamment des recherches sur les carnets d'Alphonse Pinard. La particularité de ces carnets de notes, c'est d'être des carnets qui ont été rédigés dans plusieurs langues, à la fois dans la langue aloutique, la langue autochtone, en français, en anglais, mais également en russe. De ce fait, les collaborations, les liens sont absolument nécessaires pour pouvoir travailler sur ce corpus qui, sinon, est très compliqué ces notes sont très compliquées à pouvoir exploiter d'un seul côté. À quelques raccourcis, suite à Rina Cook, les liens se sont prolongés. Des institutions, enfin, des artistes et des corporations autochtones, mais également des personnes, des institutions, enfin, du musée, de l'Aleutic Museum de Kodiak, ont pu venir à plusieurs reprises pour pouvoir étudier ces collections. Donc, ils savent aujourd'hui que les collections sont grandes ouvertes, qu'ils ont un accès tout à fait privilégié pour voir ces œuvres et les étudier. Au-delà de cette première exposition, depuis 2012, dans cette dynamique, dans cette problématique de l'accès aux collections, depuis 2012, le musée de Boulogne-sur-Mer et l'Aleutic Museum à Kodiak sont partenaires et donc une politique de dépôt a été mise en œuvre. Voilà, pour une période de 5 ans, les œuvres, un corpus restreint, mais 3 œuvres voyagent, restent sur place, puis reviennent à Boulogne, donc dans un dialogue constant. Entre 2006 et 2016, les liens se sont petit à petit forgés, non seulement entre institutions, mais plus largement, je dirais, avec une sensibilisation aussi de la population boulonnaise. Plusieurs événements ont pu marquer ces liens qui sont aujourd'hui très forts. Notamment, là je prenais l'exemple de 2011 où Kodiak et Boulogne ont célébré ensemble le centenaire de la mort d'Alphonse Pinard. C'est un moment qui était assez particulier et pour pouvoir aussi voir quelles sont parfois les incompréhensions, ou en tout cas parfois les barrières à lever dans le cadre de ce type de partenariat. Donc là, vous voyez sur la photographie le maire de Boulogne-sur-Mer, Frédéric Huillier, et Perry Eaton, un des artistes qui a été présent dès l'origine du partenariat, qui a marqué dès 2006 cette ouverture vers l'art contemporain. On y vient petit à petit. Il a offert la première œuvre, le premier masque, la première œuvre contemporaine à la ville de Boulogne-sur-Mer en signe d'amitié. Et il a, en 2011, été l'auteur de ce masque planche que vous voyez, qui a été fait en l'honneur d'Alphonse Pinard. On voit notamment ici le kayak qui fait allusion à ce voyage d'Alphonse Pinard. Là, ici, la reproduction en miniature d'un des grands masques collectés par Pinard. Et voilà, et cette interprétation et ce visage qui se déploie sur la lame. Donc ce masque a été fabriqué par Perry Eaton dans le cadre d'une résidence. On le voit là, ici, allumer, préparer un feu, un bûcher, qui va entrer pleinement dans le cadre de la célébration de ce centenaire, dans le cadre des festivités qui vont être mises en œuvre autour de la célébration. Ici, on voit le masque porté par un danseur, puisqu'évidemment, on est sur une pratique le masque n'est pas seul objet esthétique, mais il entre dans le cadre il est également dansé, il représente des esprits. On le voit, il est là en répétition, et ici, donc là, le soir des festivités. Ce qui est assez l'anecdote qui est liée à ce moment, c'est ces masques. Aujourd'hui, les masques d'Alphonse Pinard sont assez rares. Très peu d'exemplaires en sont conservés dans le monde, aux États-Unis comme en Europe, car d'une part, il y a pu y avoir les destructions liées à la colonisation russe, mais aussi parce qu'en contexte cérémoniel, ces masques étaient détruits.
tout simplement. Et ça a été quelque chose d'assez difficile à accepter dans un premier temps pour les Boulonnais, de se dire que ce masque en l'honneur de Pinard, belle réalisation contemporaine, n'entrerait pas dans les collections, mais comme le souhaitaient les Alaskiens, allait être dansé et allait être également jeté au feu, comme la tradition l'exige. Donc ça a été des tractations assez âpres dans un premier temps entre les élus qui ne voulaient surtout pas et finalement les artistes qui ont pu convaincre que c'était là porteur de sens que d'aller jusqu'au bout. Donc on voit les officiels de Boulogne participer à cette mise au bûcher du masque. Et finalement, dans un premier temps, ces premières appréhensions ont pu être largement dépassées par la suite. On voit effectivement qu'étaient réunis Alaskiens et Boulonnais autour de ce feu, de ce bûcher. Et après coup, finalement les Boulonnais de dire maintenant on comprend, après avoir vécu cette cérémonie, après avoir participé et finalement complètement accepté de se défaire de l'aspect matériel auquel nous sommes habitués et attachés. Donc voilà, ce sont des moments qui... Ça me paraissait important de revenir sur ces moments-là, car ce sont à la fois des liens institutionnels, mais bien plus que ça. Il y a le cadre juridique, mais ce qui s'est construit à Boulogne tout au long de ces 10 ans de partenariat entre 2006 et 2016, ça a été aussi toute une aventure humaine, des personnes qui se sont rencontrées et la rencontre de deux populations au-delà simplement des institutions. Donc on voit là, une des dernières images du masque de Pinard dans les braises. L'art contemporain autochtone est arrivé, mais au-delà de l'art contemporain, c'est vraiment une culture vivante finalement qui a pris place à Boulogne et qui bouleverse finalement un peu les méthodes et les habitudes de l'institution. Le premier masque, comme je vous disais, de Perry Nitton a pris place au sein des collections, puis s'est très vite posé la question du développement de cet art contemporain dans ces collections, dans cette dynamique d'échange. Donc voilà, là, simplement quelques mots. Cet art contemporain se fonde vraiment sur des valeurs sur un principe de transmission. Cette définition est je pense, assez laconique, mais bref, parmi les artistes, dans ce qui ressort, c'est pourquoi est-ce un art contemporain autochtone. On est dans la recherche de techniques ancestrales, d'où l'importance de l'étude de ces masques et des traces d'outils qui peuvent être observées par les artistes sur les masques originaux, sur les masques anciens. Ils sont dans la volonté de créer des formes originales tout en respectant le passé, enseigner aux jeunes générations l'éthique et l'héritage créatif, expérimenter des techniques, des esthétiques. Cette création se fait aussi dans la discussion avec les anciens et les artistes plus âgés et dans l'étude de formes anciennes où les collections et les catalogues de musées sont des sources primordiales. Donc là, voilà un extrait d'Aaron Crowell, les objets créés à partir de matériaux naturels. Pour les arts autochtones, les objets créés à partir de matériaux naturels, provenant de la terre ou de la mer, conservent leurs essences originelles, restent connectés au cycle universel de la Renaissance et du renouveau. En ce sens, les objets de musée sont toujours vivants et constituent une source digne d'intérêt pour la reconnexion culturelle. Ces liens développés avec l'Alaska et cette présence très forte des artistes au-delà des institutions a effectivement très vite mené à cette réflexion autour de la constitution d'une collection contemporaine alaskienne. Ça s'est construit progressivement. Donc premièrement, ce que je vous disais, un don, un cadeau en signe d'amitié d'un des artistes, puis
dans le cadre de résidences artistiques, liées notamment à l'exposition Rinaku, comme je vous l'évoquais, ou d'autres qui ont pu être menées par la suite, des achats du musée de Boulogne, mais également d'autres artistes qui ont souhaité faire des dons. Donc en 2015, au moment où Boulogne célèbre les 10 ans du partenariat, son fonds conserve conserve 17 œuvres d'art contemporain. Et en 2016 s'organise une exposition Alaska passé-présent qui va avoir notamment au sein de cette, qui va notamment être marquée par un don de la corporation Cognac de Kodiak de 29 œuvres contemporaines. Donc la corporation va réunir un corpus avec des artistes de différentes générations, à la fois les plus jeunes, mais également des œuvres qui peuvent remonter jusqu'aux années 70, et va les offrir au musée de Boulogne. Ce qui donne aujourd'hui, ce qui nous permet aujourd'hui de réunir un ensemble de 47 œuvres d'artistes contemporains autochtones d'Alaska, et ce qui en fait un fonds unique aujourd'hui sur le territoire français. Parmi ces œuvres, plusieurs, là c'est une autre œuvre de Perrington, des œuvres avec des créations assez variées. Là simplement, voilà, Melvin Olana. La constitution de ce fonds s'est faite toujours dans cette dynamique de collaboration avec des membres du musée de Boulogne-sur-Mer présents dans un comité d'acquisition qui a été mis en place en lien avec des membres de la corporation de Cognac, donc des membres des représentants de la culture autochtone, mais également des institutionnels et d'autres figures d'autorité américaines, et qui ont permis de réunir des œuvres d'artistes qui sont reconnus, qui commencent à être reconnus sur la scène artistique nord-américaine, mais qui sont encore très peu, artistes qui sont encore très peu représentés en Europe et en France notamment. Donc voilà, simplement quelques extraits, je ne vous présente pas la cinquantaine d'œuvres. Melvin Olana par exemple, et on voit systématiquement dans les récits des artistes ce lien, pardon pour les fautes parce que je vois que certaines se sont glissées, mais le lien, voilà, à des pratiques culturelles, par exemple ici avec le masque chasseur de baleines, qui représente donc un chasseur en invoquant les esprits des chasseurs du passé, en reprenant dans le code des couleurs qui sont liées aussi aux couleurs des collections anciennes. Donc on est là pleinement depuis... pardon. On est aujourd'hui encore au musée de Boulogne-sur-Mer dans cette dynamique d'échange. C'est un sujet qui reste éminemment d'actualité, éminemment présent. Là, ce sont quelques photos de l'Alutiiq Museum et du dernier dépôt de masques qui a eu lieu cet été à Kodiak. Donc vous voyez que systématiquement sont présents donc à la fois les personnes du musée, sont des convoiements qui sont tout particuliers. On n'est pas entre professionnels, on est vraiment avec une communauté élargie. Et là, voilà, des anciens qui sont présents et qui vont être les premiers à pouvoir ouvrir les caisses pour pouvoir marquer le retour de ces objets. Donc voilà, tout simplement, c'est cette présentation pour présenter un exemple de collaboration. C'est un exemple qui s'est construit à la fois avec des éléments, enfin un cadre qui se construit peu à peu, mais qui est toujours lié à l'humain. On est sur une collection qui est partiellement
qui prend à nouveau de l'ampleur. La question se pose aujourd'hui au musée de Boulogne-sur-Mer, dans le cadre de son nouveau projet scientifique et culturel, de toujours savoir, la question est de savoir comment présente-t-on cette collection qui est assez singulière, sans devenir un musée de l'Alaska, puisqu'on est aussi un musée qui a un ancrage territorial fort. La question se posera de savoir comment se présente cette collection d'art contemporain, puisqu'une toute petite partie est aujourd'hui présente dans les collections permanentes. Comment renforcer cette accessibilité aux collections, qui est finalement le maître mot dans le cadre de ce partenariat, où Boulogne et Kodiak ont dépassé depuis 10 ans les questions de la restitution pour se concentrer sur la question de l'accessibilité, accessibilité avec ses voyages d'œuvres, accessibilité avec ses résidences artistiques et accessibilité, voilà, d'autres pistes qui sont à construire ensemble pour intensifier ces échanges, poursuivre les recherches, y introduire d'autres acteurs. Je pense notamment aux collègues de Berkeley en Californie, tout en impliquant des actions de proximité et en maintenant ce lien qui a pu se faire avec les populations et de Kodiak et de Boulogne. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette communication vraiment très stimulante. J'invite François et Arnaud à se mettre à table, je dirais, pour une séance de questions éventuelles, de discussion autour de ces différentes communications. Est-ce que quelqu'un parmi vous a une question à poser à nos intervenants? Monsieur Sénéchal, nous vous écoutons. Peut-être là, non? Là-bas, je pense. Il faut l'allumer peut-être. Mais celui-là peut-être autrement. Il s'allume en tout cas. Donc il marche, oui. Ouais. Oui. Juste merci infiniment pour la communication sur Boulogne, je trouve extraordinaire, cette aventure humaine aussi. Qu'est-ce qu'on sait de la présentation du Don Pinard au XIXe siècle et jusqu'à nos jours? Alors, il me manque certains jalons chronologiques encore dans l'histoire de cette présentation. On sait qu'elle est... Donc elle arrive au XIXe siècle. Elles sont présentées dans l'ancien musée. Ces collections sont ensuite... À vrai dire, j'ai un manque de presque d'une centaine d'années, en fait, par rapport à la manière dont elles ont pu être présentées. Dans les années 88, quand le musée de Boulogne-sur-Mer réouvre au sein du Château Comtal, où les collections sont présentées aujourd'hui, en 88, les collections sont présentées. On sait qu'elles ont une importance. La présentation est essentiellement esthétique. Et de fait, ce que je disais, on a un don qui est un don finalement partiel, et il nous manque finalement tout le contexte de collecte, le contexte ethnographique pour pouvoir les documenter davantage. Donc, on sait qu'en 88, elles sont partiellement présentées. Une bonne partie est en réserve. Et on sait simplement qu'on a une connaissance qui est finalement assez partielle, quoi. Et voilà. Mais, et quel est l'écho du public ou des amateurs? Est-ce qu'il y a des artistes qui ont été frappés par ces masques? Oui, bien sûr. Oui. Il y a dans les avant-gardes, effectivement, et notamment André Breton, qui ont pu être marqués, alors pas par les masques de Pinard, à vrai dire, parce que ce sont... les masques de Pinard restent assez confidentiels. Les collections, les cultures Soupiac sont très peu représentées ailleurs qu'à Boulogne. Ce sont d'autres cultures de cette région, les cultures Yupi, Caïda ou autres, qui sont représentées dans d'autres institutions et qui vont davantage marquer les avant-gardes. Les cultures Soupiac restent vraiment assez confidentielles et ça reste à Boulogne-sur-Mer.
ça reste à Boulogne-sur-Mer. Disons que les dommages, l'essor de Boulogne-sur-Mer prend fin vraiment avec la Grande Guerre, et l'attrait pour cette destination de Boulogne n'est plus du tout la même. Donc il y a eu au XIXe siècle des artistes comme Manet ou d'autres qui ont pu venir, mais ce n'est plus le cas après la guerre. Donc les avant-gardes ne sont pas sur le territoire de Boulogne à ce moment-là, et la collection Pinard n'entre pas dans cet univers des formes. Je profite du micro encore une seconde. La question des restitutions est vraiment évacuée, ou est-ce qu'elle s'est vraiment posée déjà de la part des communautés lasquiennes, et est-ce qu'aujourd'hui la situation du dépôt d'assez longue durée convient aux deux parties? Eh bien, la question de la restitution s'est évidemment posée au début, au début des années 2000, très rapidement, en tout cas, les acteurs américains ont privilégié cette question de l'accès, justement parce que les portes, ils ont trouvé porte close pendant de nombreuses années à Boulogne, justement par rapport à ces craintes-là. Lorsqu'ils se sont positionnés dans une autre démarche, qui était celle de l'étude, de pouvoir accéder de manière au sens large, à vrai dire, et avec aussi l'arrivée d'une nouvelle direction, la question a été très clairement, progressivement mise de côté, et c'est le voyage de ces œuvres qui est entré en ligne de compte. Aujourd'hui, en tout cas, dans les échanges qui sont menés, la question, avec les collaborateurs de Kodiak en particulier, puisque dans d'autres régions d'Alaska, d'autres communautés peuvent avoir d'autres positions. Mais avec les communautés de Kodiak, et à Boulogne, nous ne conservons que des collections de cette région-là, la question ne se pose pas. Parce qu'il y a aussi la reconnaissance, les différents acteurs sont très reconnaissants du travail qui a été mené par Pinard, qui est un travail qui est unique, des connaissances qu'il est le seul à avoir collectées, et c'est davantage cela qui est aujourd'hui mis en avant, et la volonté de travailler du coup avec les Boulonnais, main dans la main. La question est dépassée, à mon sens, aujourd'hui. Oui, merci beaucoup pour cette très belle présentation. J'avais une question aussi, alors deux questions en fait, concernant l'une, Pinard lui-même, puisque le don intervient très tôt après la collecte. Il fait ce voyage en 71-72 et la collection entre en 75. Est-ce qu'il y a une documentation administrative autour de cette collection, et est-ce qu'on sait pourquoi et dans quelles conditions il s'en est défait en quelque sorte si vite? Et vous avez souligné le fait qu'il n'ait jamais publié d'ouvrage scientifique sur cette expédition. Quelle est la suite d'ailleurs de sa carrière? Je ne connais pas Pinard, je dois avouer. Mais voilà, est-ce qu'il y a une raison particulière aussi qui le conduit à ce moment-là, offrir cette collection? Est-ce qu'on a un témoignage de sa part aussi de ce qui l'a motivé dans ce dépôt, dans ce don? Et l'autre question concerne quelque chose que vous avez évoqué en cours de votre présentation, c'est la question de la terminologie. Et ça rejoint un peu la question de Philippe Sénéchal à l'instant, sur la façon dont ces objets étaient présentés, c'est-à-dire comment est-ce qu'on les appelait. Parce que vous avez, d'après ce que vous avez présenté, on a l'impression que la terminologie a évolué aussi par la collaboration avec les collègues de Kodiak. Et est-ce que cette réflexion autour de la façon dont on présente ces objets est une partie non négligeable dans cette réflexion autour des méthodes d'approche et d'analyse de ces objets? Pour Pinard, et par rapport à ses motivations, donc Alphonse Pinard, lui, dans son parcours, il mène ses recherches très jeune. Il est en lien avec
d'autres chercheurs, et parmi lesquels Ernest Ami, comme je vous disais. Ernest Ami qui, à ce moment-là, fait partie de la commission d'acquisition du musée de Boulogne-sur-Mer. On a quelques archives administratives, effectivement, sur les différentes sessions, enfin les différentes délibérations qui ont pu être prises, etc. Alphonse Pinard, donc, est un proche, enfin en tout cas, il est proche d'Ernest Ami. Les deux vont ensuite intégrer, donc en 1878, le réseau du musée d'ethnographie du Trocadéro. Ernest Ami en devenant un des premiers conservateurs du lieu, et il va mettre en place notamment plusieurs projets de recherche, mais cette fois-ci financés par l'État français. Alphonse Pinard, lui, va rejoindre aussi l'équipe du musée d'ethnographie du Trocadéro et va par la suite mener des enquêtes pour le compte de l'État. Mais voilà, c'est juste avant. On est juste avant cette période-là. En 1875, Ernest Ami est très actif au musée de Boulogne-sur-Mer. Il fait entrer plusieurs fonds importants et donc va approcher Pinard en le sensibilisant, en lui indiquant que le fruit d'une telle collecte doit rejoindre les collections de l'institution la plus importante de sa région, enfin, qui est celui de Boulogne. Et qu'il est en train de développer avec d'autres fonds, des fonds océaniens, etc. Donc, voilà, le don de Pinard est vraiment lié aussi à Ami, à ce personnage qui va vouloir construire pour Boulogne-sur-Mer une collection assez importante avec des œuvres Canaques ou autres, ça va rejoindre le travail d'une doctorante sur les collections océaniennes. Enfin, il va constituer vraiment des fonds sur ces domaines, sur les domaines des Amériques et de l'Océanie, assez importants pour Boulogne. Donc Ami est dans ce sillage. Pinard, est dans ce sillage-là. Lui, à titre personnel, Alphonse Pinard va souhaiter revenir en Alaska par la suite, parce que c'est un territoire qui l'a marqué, etc. Mais il n'y parviendra jamais, et les missions officielles, enfin les missions qu'il a menées par la suite l'emmèneront vers d'autres destinations, et notamment plutôt sur le continent océanien. La deuxième partie de la question, c'était par rapport à la terminologie et à la manière dont les objets ont été notamment nommés. Donc dans les carnets, effectivement, certaines parties étaient assez lisibles, et comme je vous disais, le côté, la diversité des langues qui ont été employées pour ces notes rendait difficile le choix d'un nom en particulier. Ça, c'est un travail qui a été mené en lien effectivement avec les communautés, avec les aînés notamment, de décider de pouvoir aboutir à une traduction, à une interprétation plutôt des notes de Pinard qui correspondrait à chacun des masques. Ça, c'est un travail qui n'a pas été retouché depuis 2009. Il y a un travail qui reste à mener, à approfondir sur les archives d'Alphonse Pinard, qui ne sont que partiellement, en tout cas, étudiées pour le moment. Donc, peut-être sera-t-elle amenée à évoluer encore par la suite. C'est une terminologie, enfin, le choix des noms est très probablement temporaire, au sens plus, et pas totalement satisfaisant, mais en tout cas, il est déjà plus avancé qu'un anonymat complet, voilà. Merci beaucoup. Alors j'avais une question pour Françoise Seguin. Pardon, j'en profite. Merci aussi pour cette reconstitution très, très vivante. Et alors, vous l'avez dit psychologisante, mais je pense que c'est un vrai roman que vous avez déroulé là sous nos yeux. Mais j'emploie le terme de roman à dessin parce que je me posais la question sur, d'une part, la réception de ce pavillon Maignan au moment de son ouverture en 1929 et du coup au début des années 30, parce qu'on est quand même face à l'œuvre d'un artiste qui est très marqué fin 19e, un petit peu début 20e, mais bon, c'est quand même une esthétique très, très, à ce moment-là, qui est quand même déjà
dépassé d'une certaine manière, et cette exposition-là en 29 a un effet retard qui est intéressant. Mais du coup, est-ce que c'est perçu dans la réception critique, une réception critique qui semble aussi être très orchestrée, parce que vous nous avez montré des photos qui sont tirées de cinéphotos, enfin qui sont donc liées à des reportages qui ont été faits sur cet espace-là. Donc est-ce qu'il y a eu une sorte d'orchestration médiatique aussi autour de ce pavillon qui est extrêmement intéressant et qui mérite absolument le travail de restitution et de reconstitution que vous opérez aujourd'hui et pour lequel on ne peut que vous saluer? Alors, on n'a pas d'idée très précise de la portée de tout ça, parce qu'à vrai dire, dans les archives du musée, du moins, ce qu'on trouve, c'est des lettres de Louise Maignan qui se félicite que tel élève est apprécié particulièrement. Donc, en gros, ça reste dans un cercle de familiers de Maignan. Donc, c'est des gens qui, pour les élèves, se rappellent leur jeunesse, pour les autres, sont des gens du 19e siècle. Louise Maignan, Albert Rose, c'est des gens du 19e siècle qui finissent leur carrière à ce moment-là. Enfin, leur carrière ou leur vie, ou les deux. Et donc, à vrai dire, j'ai pas cherché, par exemple, dans la presse, ce qu'avaient pu penser les contemporains de tout ça. Et on a quand même un biais assez particulier, on n'a que des éloges, mais c'est parce que c'est que des gens qui étaient touchés personnellement par tout ça. Et d'ailleurs, on voit que les 15 ans d'existence, alors bon, certes, il y a eu la guerre, mais s'il n'y avait pas eu la guerre, on ne va pas s'amuser à faire de l'Uchronie, mais malgré tout, effectivement, dans les années 30, on est un peu en décalage et c'est une espèce de survivance du 19e qui, passé les années 40, est totalement... on est une génération trop tôt pour s'y intéresser, ou deux générations trop tôt pour s'y intéresser, et je pense qu'on est actuellement la génération en mesure de retrouver un intérêt à tout ça, qui a été quand même mis largement au placard au sens propre du terme dans la deuxième moitié du XXe siècle. On n'a pas vraiment de... On a quand même eu... Alors les photos que je vous ai montrées, c'est des photos commandées par le musée, tout simplement, pour documenter tout ça. À ma connaissance, elles n'ont pas vraiment été publiées. Elles sont dans notre fonds d'archives. Et il y a eu un article, mais quand même assez bref, que je vous ai très partiellement lu, d'Albert Rose pour faire son autopromotion de cette salle dans le bulletin des musées de France en 29, au moment de l'inauguration. En revanche, ce qu'on constate, c'est un intérêt pour les pièces de la collection, dont certaines sont quand même d'un intérêt majeur. Mais pour l'installation et cette muséographie particulière, j'ai rien noté de particulier. Alors ça mériterait d'être approfondi, parce qu'il y a certainement eu des réactions, mais j'avoue que j'en ai pas connaissance. Enfin, il n'y a pas de réaction des inspecteurs des musées de province après la Seconde Guerre mondiale, au moment de la réouverture ou non? Il n'y a pas de rapport demandant justement... Peut-être que si, mais honnêtement, on n'a pas creusé cette question. Ce qui est sûr, c'est que les archives du musée de la partie, en gros, 45-80 sont squelettiques, lacunaires, et pas forcément au musée. Donc c'est une période sur laquelle il est très dur de travailler. Personne n'a vraiment essayé de le faire du reste, parce qu'en plus, c'est d'ailleurs tout à fait intéressant dans son ordre d'idées, mais c'est vrai que cette muséographie très froide et chirurgicale de Robert Richard, c'est vraiment un moment de l'histoire du goût et de l'histoire de la muséographie. Alors aujourd'hui, elle nous paraît tout sauf séduisante, mais elle a son intérêt aussi. Là, j'ai caricaturé à dessein dans mon propos, mais enfin... mais en revanche, pour le coup, déjà pour faire l'histoire de la muséographie des années 30, on est parfois un petit peu freiné, sauf par cette correspondance... pour le coup, très abondante entre Louise Maignan et Rose. Mais pour le reste, c'est vrai qu'on a un problème de source, tout simplement. Les gens n'ont pas documenté leur travail quotidien, et donc on est un peu... Hormis les photos... Il doit y avoir des choses en Z66, en fait. Oui, il y a certainement des choses, effectivement, mais c'est vrai que... on n'a jamais eu vraiment l'opportunité de chercher, et surtout, à Amiens, on n'a quasiment rien. Sauf des photos qu'on interprète. C'est souvent le cas à Amiens. Puis ça réapparaît. Pas de mauvais esprit. Je m'abstiendrai de tout commentaire. Merci. Moi, j'ai une question qui s'adresse autant à François qu'à Arnaud. Est-ce que vous avez connaissance, l'un et l'autre, d'autres cas qui pourraient être comparables à celui de Maignan, c'est-à-dire un legs comme ça assez conséquent concédé à un musée
a priori de province plutôt, et qui auraient une destinée comme ça aussi changeante, aussi rocambolesque, c'est-à-dire avec des exigences qui finalement, au fil de l'histoire, ne pourront pas forcément toujours être honorées, et qui aujourd'hui font à nouveau l'objet d'un questionnement. J'en ai pas qui me viennent spontanément à l'esprit, à vrai dire. Il y en a dans tous les musées de France. Merci pour cette précision. Non, mais il y a énormément de legs et de dons au XIXe siècle qui ont des conditions extrêmement draconiennes et qui posent problème systématiquement. Typiquement, la collection Clark de Feltre à Nantes, dans le testament, il y a nécessité que tout reste dans une même et unique salle. À Nantes, à l'heure actuelle, c'est plus le cas. Et la collection est déjà 4 ans après, elle est complètement déconsidérée. Donc, voilà. Donc, oui, non, il y a de très nombreux dons ou legs qui posent problème par la suite au musée, et il faut trouver des solutions, et même dans les musées nationaux. Voilà. Donc, ce qui me semble peut-être un peu original à Amiens, c'est le fait d'une part que ça a mis un temps fou en fait à se réaliser. Il y a quand même 20 ans entre la date du leg effectif, enfin l'entrée en vigueur du leg et son exposition. C'est quand même très long. Et un temps d'exposition extrêmement bref qui d'ailleurs ne correspond pas, comme je l'ai expliqué, aux conditions théoriques du leg. Et ensuite, après, un oubli total et volontaire, une mise sous le tapis et une disparition totale du personnage de Maignan qu'on essaye de faire renaître aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est assez caricatural de voir à quel point... déjà, les conditions sont compliquées à tenir, ça c'est pas un secret pour personne, mais en plus, ce cas particulier de quelque chose qui en fait ne voit jamais le jour comme ça aurait dû, et qui est en tant que tel un sujet, à mon avis, à exposition plutôt que... Voilà. Et dans ce contexte, comment se produit le dépôt au musée des Coins? Enfin, c'est à quel moment est-ce qu'on vient du coup déceler des ensembles, des corpus importants comme les bijoux Renaissance, en disant puisque c'est pas exposé, est-ce que c'est à ce moment-là, puisque c'est pas exposé, profitons-en? Ça c'est le fruit de la ténacité du directeur du musée de la Renaissance, qui avait connaissance d'une partie d'une partie du trésor. En fait, pour resituer, c'est un trésor de bijoux de la Renaissance trouvé dans les environs d'Amiens au XIXe siècle, acheté par Maignan et donné avec l'ensemble de la collection au musée de Picardie. Donc Thierry Crépin-Leblond connaissait 6 boutons émaillés qui lui semblaient particulièrement intéressants, mais ne connaissait pas le reste du trésor. Et il les connaissait, je crois, par photo, parce qu'il avait été consulté dans les années 90, début des années 90, comme spécialiste. Enfin, bon. Et il avait dans sa tête l'idée d'éventuellement un jour les récupérer pour les exposer à Écouen. Donc du coup, il m'a fait solliciter à mon arrivée, et j'ai accueilli la collègue d'Écouen qui a découvert que c'était tout un trésor de 40 pièces, qu'en plus avait différents intérêts, outre l'intérêt esthétique ou historique des pièces. Donc évidemment, cet ensemble, et c'est de ça qu'ensuite, de manière logique, on a accepté de déposer l'ensemble du trésor et de faire une étude particulière sur cet ensemble, qui de toute manière, effectivement, en l'état actuel des choses, ne peut pas être présenté au musée de Picardie, parce qu'on n'a pas d'endroit dans le parcours où ce serait vraiment cohérent, et puis par ailleurs, pour des raisons purement pragmatiques, et quand on va le faire restaurer, le présenter, l'étudier, chose que nous, on ne peut pas faire, faute de connaissances et de moyens, et de pertinence avec ce qu'on développe. Donc c'est un concours de circonstances, mais voilà, c'est lié au fait qu'effectivement, au milieu de cette collection Maignan, il y a des choses, comme vous l'avez vu, de qualité et d'intérêt très variables. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Maignan était quand même aussi un collectionneur, mais tout à fait éclairé, parce qu'il le savait, il achetait des choses parfois en notant objets repris au XIXe siècle, enfin, il n'écrit pas au XIXe siècle, mais objets repris de telle et telle manière, il donne des hypothèses de provenance, de datation, enfin, donc c'est aussi intéressant pour ça, parce qu'il accumule, il donne tout, mais il sait que les choses ont des valeurs variables, et donc aujourd'hui, et au gré de ce qu'on a déjà ressorti et de ce qu'on retrouve, on voit que la collection est riche et se prête à différents types de mise en valeur, dont ce dépôt. Merci. Pas de dernière question.
que sinon j'aurais eu encore une question pour Arnaud Bertinet. Merci pour ce passage en revue très caractéristique de ton travail donc encyclopédique. J'avais une question en fait sur la terminologie que tu as employée toi au début pour caractériser ces donateurs, et puisque c'est le titre de la journée d'études, parce que tu as distingué donc d'abord le couple impérial, ensuite les conservateurs, ensuite les artistes et ensuite les particuliers. Et je me demandais, bon évidemment dans ta thèse tu fais une typologie beaucoup plus spécifique, mais en fait, le profil social et professionnel de ces donateurs, est-ce qu'il change vraiment de façon considérable au Second Empire, ce qui fait que tu peux vraiment dire qu'il y a une spécificité du Second Empire, ou est-ce que c'est simplement le fait d'une génération d'entrepreneurs qui arrivent en quelque sorte à maturité à ce moment-là, lié à un contexte politique et économique et qui fait que le Second Empire est une période si foisonnante, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte parce que c'était un peu je pense que c'est une question de génération, en fait, d'arriver à un certain âge d'une génération qui soit est l'héritière des collections issues de la Révolution, ou et donc là on a eu des collections qui se sont montées, c'est ça, c'est Fabre, c'est Caco, c'est des gens qui montent des collections incroyables en profitant de la période révolutionnaire, et donc il y a ces figures-là, et la génération d'après qui a continué à collectionner va se rattacher. Je pense que c'est une question de contexte économique et social, de développement de l'institution, et d'une génération qui se dit comme l'institution existe maintenant, on peut déposer. C'est pas forcément. Alors, il y a une multiplicité de gens qui collectionnent. Il y a toujours eu des gens très différents qui ont collectionné. Les cabinets de curiosité, on commence avec les puissants, et puis finalement, après, c'est des médecins, des avocats, qui montent leur cabinet. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de collections. Il y a beaucoup de collectionneurs de types différents, mais c'est plus la question des modèles qui arrivent de la génération des premiers gros collectionneurs français, qui arrivent à un moment qui se pose la question de savoir ce qu'elle va faire de sa collection. Et donc l'idée, c'est comme le musée se développe en parallèle, c'est de déposer à ce moment-là. C'est vraiment, je pense, une question de génération, et qui cohabite avec la période du Second Empire, qui est une période de relative calme au milieu du 19e siècle, où il y a une stabilité économique, une stabilité du pouvoir, et ce qui fait qu'aussi on peut discuter et on n'est pas inquiet de l'avenir. Sauf que ça change beaucoup en 70, mais la période 50-70 c'est plutôt calme et stable, en fait. Et s'effondre d'un coup. Mais je pense qu'il y a une question de génération, vraiment. Après, c'est difficile parce que il faudrait faire des statistiques sur l'ensemble des musées français et étrangers, oui, mais ça c'est encore c'est des profils, voilà. Donc, mais je pense que c'est des questions de génération, et que c'est en partie dû aux troubles et aux bouleversements issus de la Révolution et de ce qui s'est passé dans toute l'Europe à la suite, en fait. Parce que ces gens-là, Caco, Fabre, leur collection, elle vient d'Italie en grande partie. C'est pour ça, c'est absolument important, quoi. Ouais. Merci. Une information, d'accord. Ces discussions pourront se poursuivre pendant la pause déjeuner, qui donc là commencera avec un petit peu de retard. Nous reprendrons la journée à 4. Enfin, il est prévu qu'on commence à 14h. Ce sera un petit peu décollé, je pense, vers 14h30 plutôt. Donc je cède la parole à France, et puis je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Merci Nicolas. Je voulais juste, parce qu'on parlait des recherches à mener autour de ces collectionneurs, rappeler que l'INHA propose un programme et une aide pour les conservateurs territoriaux pour passer 3 mois de recherche en ces murs, que nous avons pour cela un budget spécial qui permet d'indemniser les collectivités territoriales de l'absence de leurs conservateurs, et que nous sommes vraiment très désireux de recevoir des candidatures. C'est la 2e fois que nous repoussons la date limite pour cet appel, et que nous n'avons malheureusement pas reçu de candidature. Donc c'est peut-être un défaut de communication et parfois aussi des difficultés conjecturelles qui font que les conservateurs sur place ont du mal à pouvoir négocier ça avec leurs administrations. Mais voilà, je vous le rappelle,
Et si vous pouvez diffuser l'information, voire saisir cette opportunité pour vous-même, nous serons vraiment très heureux d'accueillir les candidatures. Et merci et à tout à l'heure.